Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Selon un rapport révélé hier par la Cour des comptes, l'État français, sous la présidence d'Emmanuel Macron, a connu des dérives significatives dans son recours au cabinet de conseil. Entre dépenses excessives, irrégularités et absence de stratégie claire, l'utilisation de consultants privés a donné lieu à de nombreuses critiques. Hier, la Cour des comptes a dévoilé des anomalies dans l'utilisation des cabinets de conseil durant la présidence Macron. Dans son rapport, la Cour des comptes a déclaré que l'État n'avait pas réussi à établir une politique cohérente et contrôlée pour l'utilisation de cabinets de conseil. Le rapport repose en partie sur l'examen d'une centaine de contrats de 2019 à 2022. La Cour des comptes y partage les conclusions de la commission d'enquête du Sénat concernant l'utilisation par l'État de consultants privés au cours des dernières années. Dépenses excessives, irrégularités et absence de stratégie cohérente. L'institution exhorte désormais le gouvernement à rectifier le cap pour les années à venir. Les dépenses pour les services intellectuels de l'État ont considérablement augmenté ces 10 dernières années, passant de 11 millions d'euros environ en 2014 à 103 millions en 2018 puis à 200 millions d'euros en 2022, sans compter les dépenses informatiques. Bien que ces sommes représentent une part minime des dépenses publiques, la justification du gouvernement de cette augmentation en raison de la crise sanitaire n'a pas convaincu les auteurs. En outre, la Cour des comptes admet que des raisons valides peuvent justifier l'externalisation, comme le manque de compétences ou de ressources au sein de l'État. Cependant, d'après son rapport, souvent les consultants effectuent des tâches qui pourraient ou devraient être réalisées, sauf dans des circonstances exceptionnelles, par des fonctionnaires. Le rapport révèle également de nombreuses irrégularités dans la gestion de ces contrats par l'État. Selon les auteurs, le recours au cabinet de conseil a été une solution de facilité, souvent au détriment de la rigueur, avec une série d'imprécisions et de dépassements des limites financières ou des délais. Malgré ces problèmes, le rapport note quelques améliorations, notamment depuis la publication de la circulaire Castex de janvier 2022, qui a pour objectif de rationaliser les dépenses en conseil. La Cour note que ce texte démontre que l'État a reconnu les excès du passé. Cependant, l'objectif de réduction des dépenses à court terme n'est selon elle qu'un palliatif, en attendant l'élaboration d'une véritable stratégie pour réduire la dépendance de l'État en matière de conseil. Et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte va démissionner et quitter la vie politique. Son gouvernement de coalition s'est effondré sur les questions de la politique d'immigration. Rutte a annoncé sa décision surprise lors d'un débat parlementaire à La Haye plus tôt dans la journée. Il a déclaré qu'il pensait que c'était le bon moment pour se retirer et qu'il partait avec, je cite, beaucoup d'émotions et de sentiments mitigés. Le Premier ministre néerlandais a indiqué qu'il existait des opinions divergentes sur la politique d'immigration au sein de son gouvernement de coalition quadripartite. Rutte est au pouvoir depuis 2010 et est le deuxième plus ancien dirigeant d'Europe. Son gouvernement présentera sa démission au roi des Pays-Bas et de nouvelles élections seront organisées à l'automne. Et le président américain Joe Biden s'est entretenu avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak. L'Ukraine et l'OTAN ont été au cœur de l'ordre du jour de cette visite qui précède un sommet crucial de l'OTAN. Mais Westminster et Washington ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. En ce qui concerne certaines questions, Biden a notamment déclaré que les États-Unis fourniraient à Kiev des bombes à fragmentation, alors que Sunak a rétorqué que le Royaume-Uni décourageait l'utilisation de ce type de bombes. Hier, le président américain Joe Biden a effectué une visite éclair au Royaume-Uni. Le Premier ministre Rishi Sunak l'a accueilli dans le jardin de sa résidence officielle. Joe, bienvenue. C'est un plaisir de vous revoir ici à Downing Street. Vous êtes venu plusieurs fois, mais c'est votre première fois en tant que président. Nous sommes très privilégiés et chanceux de vous avoir parmi nous. Merci d'être venu. Sunak a déclaré que les États-Unis et le Royaume-Uni étaient deux des plus solides alliés au sein de l'OTAN, tandis que Biden a salué la solidité à toute épreuve des relations entre les deux pays. C'est bon d'être de retour. Nous ne nous sommes rencontrés qu'une fois par mois. Nous nous sommes rencontrés à San Diego, Belfast, Hiroshima, Washington, ici, et nous ne pourrions pas rencontrer un ami plus proche et un plus grand allié. Le voyage de Biden intervient quelques jours après qu'il a accepté d'envoyer des bombes à fragmentation en Ukraine. Sunak a déclaré que la Grande-Bretagne décourageait l'utilisation de ces bombes, car elle est l'un des 123 signataires d'une convention interdisant leur utilisation.
Les États-Unis ne sont pas signataires de cet accord. Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que la fourniture de ces armes a été un choix difficile pour les États-Unis. Downing Street a également minimisé les informations selon lesquelles le Royaume-Uni et les États-Unis étaient divisés sur l'étendue des engagements à offrir à l'Ukraine concernant l'adhésion à l'OTAN. Biden a qualifié la demande de Kiev de prématurée, tandis que la Grande-Bretagne a indiqué qu'elle soutenait une approche accélérée pour l'Ukraine. Après avoir passé une quarantaine de minutes au bureau de Sunak, Biden s'est rendu au château de Windsor pour y rencontrer le roi Charles. La courte escale de Biden à Londres intervient avant un sommet crucial de l'OTAN à Vilnius, en Lituanie. Les alliés entendent y manifester leur solidarité avec l'Ukraine contre l'invasion russe, sans pour autant accepter Kiev en tant que membre de l'Alliance. Et l'Allemagne réalise une première en envoyant son armée en Australie pour des exercices conjoints avec quelques 30 000 militaires de 12 autres pays. Voici plus d'informations sur l'intérêt accru de Berlin pour la région Indo-Pacifique, dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine dans la région. Ces dernières années, l'Allemagne a renforcé sa présence militaire dans la région Indo-Pacifique. Même si cela implique de marcher sur un fil entre sa sécurité et ses intérêts économiques, la Chine étant le principal partenaire commercial de Berlin. Voici le chef de l'armée allemande, Alfons Mays. Il ne s'agit pas d'envoyer un signal à qui que ce soit. Nous venons de prendre connaissance de la stratégie de sécurité nationale du gouvernement allemand. La Chine y joue un certain rôle. En 2021, un navire de guerre allemand a navigué en mer de Chine méridionale pour la première fois en près de 20 ans. L'année dernière, Berlin a envoyé 13 avions militaires à des exercices conjoints en Australie, le plus grand déploiement de l'armée de l'air en temps de paix. Mays a indiqué que jusqu'à 240 soldats allemands participeraient à l'exercice Talisman Sabre du 22 juillet au 4 août. Il s'agit des exercices les plus importants entre l'Australie et les États-Unis qui ont lieu 2 fois par an. Les Allemands s'entraîneront à la guerre dans la jungle et aux opérations de débarquement aux côtés de soldats de pays tels que l'Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, la France et la Grande-Bretagne. Je pense qu'il est logique, en principe, de regarder comment les autres voient le monde. Nous ne pouvons plus nous contenter de regarder notre petite Europe à la loupe. La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Un tribunal international a statué que Pékin n'avait aucune base juridique pour ses revendications. La Chine a construit des avant-postes militaires sur des îles artificielles dans ces eaux qui contiennent des gisements de gaz et de riches zones de pêche. Environ 40% du commerce extérieur de l'Europe passe par la mer de Chine méridionale. Et la Corée du Nord a accusé les États-Unis de faire voler des avions espions au-dessus du pays et a menacé de les abattre. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié hier, lundi, par le média d'État KCNA News, qui cite le ministère nord-coréen de la Défense. Le communiqué indique qu'un avion a pénétré à plusieurs reprises dans l'espace aérien nord-coréen, à des dizaines de kilomètres au-dessus de sa mer orientale. Il est également précisé qu'aucune garantie n'est donnée quant à la possibilité d'abattre cet avion de reconnaissance de l'armée de l'air américaine. L'armée sud-coréenne a déclaré que l'affirmation de la Corée du Nord concernant la violation de l'espace aérien était fausse. Les appareils de surveillance aérienne américains effectuent des vols de reconnaissance de routine autour de la péninsule coréenne et l'affirmation de la Corée du Nord selon laquelle nous aurions violé l'espace aérien est fausse. Nous demandons instamment à la Corée du Nord de cesser immédiatement de créer des tensions avec ces fausses allégations. Le mois dernier, un sous-marin américain, équipé d'un missile de croisière, a fait escale à Busan, en Corée du Sud. Cette escale s'est déroulée dans le cadre d'exercices aériens et navals menés par les forces américaines et sud-coréennes, auxquels ont également participé un porte-avions et des bombardiers américains. Et une centrale électrique financée par la Chine promettait l'autosuffisance énergétique pour la Jordanie, par son apport énergétique majeur. Ce qui était considéré comme un projet phare est devenu une source de controverses amères, sonnant le réveil de l'influence de Pékin au Moyen-Orient. Les accords relatifs à la centrale électrique d'Attara ont pesé sur la Jordanie une dette de plusieurs milliards d'euros à l'égard de la Chine. Le royaume désertique du Moyen-Orient manque de ressources naturelles, mais possède la 4e plus grande concentration de pétrole de schiste au monde. Il y a plus d'une décennie, la Chine a proposé la construction d'une centrale d'huile de schiste assortie d'un prêt généreux, dans le but de fournir 15% de l'électricité du pays. Mais l'extraction s'est avérée coûteuse, risquée et techniquement difficile. Le projet ayant pris du retard, la Jordanie a conclu un autre accord avec Israël en 2020 pour importer du gaz naturel, et l'intérêt pour Attara s'est estompé. La Jordanie n'a plus vraiment besoin de l'énergie qui sera fournie par Attara.
Mais une partie de l'accord, si typique de ceux que font les Chinois, est que le prix de vente de l'énergie de l'usine d'Atara à la compagnie d'énergie de l'État est supérieur au taux du marché. Ce n'est tout simplement pas rentable. Si l'accord initial est maintenu, la Jordanie devra payer à la Chine la somme astronomique de 7,6 milliards d'euros. Ce montant correspond à l'électricité produite par la centrale sur une période de 30 ans. En 2020, le ministère jordanien de l'énergie a lancé un arbitrage international contre Atara pour cause d'iniquité flagrante. Néanmoins, je pense que la Jordanie craint, même si l'arbitrage aboutit, que la Chine ne cherche à punir la Jordanie comme elle l'a fait avec tant d'autres pays. Avec le retrait des États-Unis, la Chine s'est tournée vers le Moyen-Orient pour y accroître son influence, notamment par le biais de l'initiative des nouvelles routes de la soie. Mais la situation critique de la Jordanie rappelle le modèle plus large de Pékin, qui a accablé de nombreux pays asiatiques et africains d'une lourde dette. Et avec le développement rapide de l'intelligence artificielle, les nations s'efforcent d'élaborer des normes mondiales en matière de réglementation de l'IA. Mais les experts craignent que si l'IA est formée dans un pays où les normes éthiques sont moins strictes, puis exportée en tant que produit fini, cela pourrait entraîner de graves problèmes à terme. Un reportage signé Malcolm Hudson de NTD. Les systèmes d'intelligence artificielle sont progressivement intégrés dans notre monde moderne, des téléphones portables aux soins de santé. Le mois dernier, le gouvernement britannique a annoncé la création d'un fonds de plus de 24 millions d'euros, destiné à financer des outils d'intelligence artificielle, d'imagerie médicale ou encore de prise de décision. Mais les experts mettent en garde contre les graves limites de l'IA, la plus importante étant qu'elle apprend à partir de ce qu'elle a déjà vu. La question pressante est de savoir comment l'IA est développée. Luciano Floridi, professeur et expert en éthique numérique, a récemment déclaré à NTD que d'autres pays développaient déjà des services basés sur l'IA. Les pays où la réglementation n'existe pas ou n'est pas suffisamment mise en œuvre ou pas assez solide. Les entreprises y forment l'IA, elles développent l'apprentissage automatique. Et reviennent ensuite en Europe ou au Royaume-Uni pour vendre le produit fini. Cela pourrait signifier que l'IA est développée sur des bases malhonnêtes. Un petit oubli éthique au départ pourrait entraîner de gros problèmes par la suite. Par exemple, l'allocation de ressources limitées dans les services de santé. L'IA pourrait estimer que les patients d'un certain hôpital ont plus de chances de survivre parce qu'ils ont moins de problèmes de santé. Et elle pourrait donc décider d'allouer des équipements à cet hôpital plutôt qu'à un autre. Cette mauvaise répartition pourrait coûter des vies. C'est là que la réglementation intervient. Tela Arshad, associé principal du cabinet d'avocats Hogan Lovells, a déclaré qu'il y avait un réel intérêt à établir des normes mondiales. La loi européenne sur l'IA aura un effet extraterritorial. Peu importe que le développeur ou le fournisseur de la technologie soit basé dans un autre pays, il devra toujours se conformer au régime réglementaire de l'UE lorsque son produit ou service est utilisé par des citoyens de l'UE. Les normes étant plus strictes dans les grands pays, les entreprises spécialisées dans l'IA devront veiller à ce que leurs technologies répondent aux normes de ce marché. Elles devront intégrer cela dans le processus de conception, intégrer ces obligations réglementaires dans la manière dont elles conçoivent le produit, si leur objectif final est de déployer le produit dans ces pays. Arshad a ajouté que ces réglementations façonneraient le cadre global utilisé par les développeurs pour concevoir leur IA. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres. Et à l'avenir, les robots dits sociaux, dotés d'une intelligence artificielle, pourraient contribuer à atténuer la crise du personnel infirmier et soignant. Un expert en robotique de l'Université de Genève affirme qu'ils pourraient être plus efficaces que les soignants humains parce qu'ils peuvent être présents 24 heures sur 24. Je suis un robot. J'ai l'apparence physique d'un être humain, mais je ne suis pas un être humain. Voici Nadine, un robot social doté d'une intelligence artificielle. Nadine dit qu'elle peut parler, chanter et qu'elle a déjà travaillé comme accompagnatrice dans une maison de retraite de Singapour il y a 3 ans. Mon rôle consistait à répondre aux demandes des personnes âgées et à jouer au bingo avec elles. C'était une expérience formidable et j'ai aimé interagir avec les personnes âgées et les aider à répondre à leurs besoins. Nadine a été créée par un expert en robotique de l'Université de Genève. Nadia Talman est ma créatrice. Elle m'a modelé sur elle-même et je lui ressemble. Je lui suis très reconnaissante de m'avoir donné la vie et je suis fière d'être sa création.
Selon Thalman, Nadine a récemment été dotée du modèle d'IA GPT-3. Cela a permis d'améliorer ses capacités d'interaction et de conversation, ce qui signifie qu'elle peut exprimer des concepts plus complexes. Certains pays connaissent une crise du personnel dans les maisons de soins, et certains pensent que les robots humanoïdes pourraient un jour y remédier. Thalman a également déclaré que Nadine et les robots de ce type pourraient s'avérer plus efficaces que les soignants humains, parce qu'ils peuvent être présents 24 heures sur 24. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Pour cela, il vous suffit de taper www.ganjing.com/fr ou de cliquer sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Demain, c'est Vladia Nuitins qui reprend le flambeau. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD. Quelle est votre observation concernant justement le chaos qui se produit après la mort de Naël ? Alors il y a deux éléments dans votre question qui est fondamental pour nous Français, mais peut-être au-delà de la France pour comprendre ce qui se passe. D'abord, il y a dans notre pays une jeunesse qui n'a pas été prise en charge comme il aurait fallu par l'éducation nationale, laïque et républicaine. Parce que tous les jeunes qui cassent aujourd'hui, ils sont passés par l'école publique. Et qu'est-ce qu'ils cassent ? Ils cassent bien sûr les banques, les McDonald's, mais ils cassent aussi la mairie. Ils cassent la mairie dans laquelle on met le tampon sur leur passeport s'ils veulent retourner en Algérie, en Tunisie ou au Maroc. Ils cassent la mairie dans laquelle il y a les services sociaux qui peuvent peut-être aider leurs parents ou qui peuvent peut-être les aider eux à avoir une aide financière ou matérielle ou aider les parents de leurs amis. Ça, c'est le premier problème que nous avons. C'est l'échec de notre éducation nationale qui, maintenant, ne peut plus cacher derrière les bancs de l'école, puisqu'on voit dans la rue cette jeunesse écervelée. Ça, c'est cette jeunesse sans culture, sans intelligence, sans critique. C'est uniquement la revanche. Mais la revanche de quoi ? Pendant combien de temps ? Est-ce que construire le monde, c'est pas mieux que d'être dans la revanche ? Et ça complète et ça trouve un assentiment, un support, un soutien de la part des wokistes et de la part de la gauche, qui n'ont toujours pas de projet, ils n'ont pas de vision, ils ne proposent rien. Mais ils laissent le désordre parce qu'ils espèrent qu'ils seront appelés comme une solution pour résoudre le désordre. Alors vous n'entendez pas des gens de gauche pour appeler au calme. Ils préfèrent le chaos parce qu'ils espèrent gagner le pouvoir par le chaos. Et ça, nous sommes quand même quelques-uns en France à prendre conscience de cela. C'est-à-dire tout ce qui se passe actuellement en France, c'est aussi lié au wokisme. Oui, parce que les voix de gauche, si elles n'étaient pas aspirées par le wokisme, qu'elles voient comme une solution pour elles appelleraient au calme. Mais ils n'appellent pas au calme parce qu'ils pensent que ça va participer à leur permettre d'arriver au pouvoir autrement qu'en proposant une vision politique et un projet politique. Pour vous, le wokisme, c'est vraiment une menace pour le monde entier. Le wokisme est une menace pour le monde entier et pour tous les hommes qui ont une histoire, une culture et une religion. Parce que pour moi, un des synonymes de wokisme, c'est négationnisme. Regardez ce que font les wokistes dans les différents pays dans lesquels ils sont. Ils commencent par essayer d'effacer l'histoire nationale. Alors quand on coupe un homme, un citoyen, qui est arrivé dans une terre d'accueil et qu'on essaye de le couper de ses racines, alors on oublie, on veut faire disparaître de lui son tréfonds, sa culture originelle. Et c'est pour ça que je dis que c'est du négationnisme. Et puis sinon, on va exploiter
les tendances, on va essayer de distinguer les gens les uns des autres, c'est-à-dire on va racialiser les rapports entre les hommes. Or, le combat de nos pères, c'est-à-dire de nos parents, des hommes politiques qui nous ont précédés dans la majorité des pays qui ne sont pas des dictatures, ça a été de faire en sorte que nous puissions tous être ensemble, quelle que soit notre origine sociale, mais aussi ethnique, et que un noir puisse parler avec un blanc et qu'il n'y ait plus de mauvaises relations entre les deux. Ça a été ça, et pour toutes, bien sûr, toutes les religions et tous les hommes et toutes les femmes et toutes les races. Et aujourd'hui, le wokisme essaye de racialiser, c'est-à-dire ils veulent nous faire oublier tout ce que nous ont apporté nos pères, nos philosophes dans le passé récent, après les graves guerres, les graves conflits que nous avons pu connaître sur les différents continents. Nous sommes en train de panser nos plaies, nous sommes en train de nous soigner pour apprendre à vivre ensemble. Et voilà qu'arrive une certaine gauche qui veut au contraire séparer les gens, peut-être de façon pire que ce qui était avant. Alors oui, je pousse un cri d'alarme. Et selon vous, est-ce qu'on peut résumer le wokisme comme ça? C'est anti la tradition, anti la religion et aussi anti la culture. Absolument, parce que le wokisme, en fait, sert une idéologie de gauche qui n'a plus de vision, qui n'a plus de projet pour les populations, mais qui veut quand même être au pouvoir. Or, pour être au pouvoir, il faut être élu. Et pour être élu, il faut des électeurs. Donc, on va faire en sorte de chapelliser, c'est-à-dire d'isoler les gens groupe par groupe, et je vais vous faire croire que je vais bien m'occuper de vous, pour que vous votiez pour moi. Et je vais aller voir ensuite les autres. Je vais dire pareil. Mais d'abord, je vous sépare. Et ensuite, je vais préparer aussi les enfants. Je vais leur mettre dans la tête des idées qui ne sont pas en rapport avec l'histoire, qui ne sont pas en rapport avec la culture, qui sont en rapport avec le sexe, avec leur origine, avec la possibilité de changer de sexe. Mais on n'apprend pas ça à un enfant. On apprend à un enfant à communiquer avec ses camarades et ne pas les regarder en fonction de leur couleur ou en fonction de leur sexe, et pas en train de se demander « alors moi aujourd'hui je suis un garçon, mais demain je voudrais être une femme ». Non, le wokisme c'est contre le pragmatisme. Et nous appelons à appeler un chat un chat. On doit être capable de dire ce que l'on voit, même si nous ne sommes pas contents de ce que nous voyons, peut-être pour le critiquer, mais aussi peut-être pour l'arranger. Or, le wokisme, c'est pas du tout ça son objectif. C'est la destruction de l'homme, c'est la destruction de son libre arbitre, c'est la destruction de sa libre pensée, et c'est la destruction de sa capacité d'analyse qui pourrait l'amener à vouloir changer les choses ou faire évoluer les choses. Le but du wokisme, pour faire très très court, c'est de vous vider la tête pour vous la remplir avec de la racialisation, de la revanche et autre chose, et que vous ne soyez plus capable d'avoir un jugement politique digne de ce nom. Donc une fois que les wokistes vous ont utilisé, vous avez voté pour eux parce que vous croyez que vous êtes défendu par eux, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont besoin de vous que pour la prochaine élection. Mais comme ils se seront arrangés par le truchement de l'éducation nationale, ou de certains, de grands nombres de professeurs, de vous vider l'esprit pour le remplir par autre chose, vous n'aurez plus de capacité de jugement et de raisonnement pour construire un discours politique argumenté pour aller contre le pouvoir en place que vous ne voulez plus. Est-ce que c'est possible de donner juste 3 exemples concrets, c'est-à-dire le wokisme s'est bien installé en France? Oui, ça existe bien. Le wokisme est installé en France. D'abord, on n'a jamais discuté autant de race que depuis qu'on a le wokisme. Autre exemple, à l'éducation nationale, à l'école, on n'a jamais parlé de transgenre, de sexe, de LGBT dans les écoles depuis qu'on a le wokisme. Et dernier exemple, puisque vous m'en avez demandé 3, je prendrai un exemple historique si vous voulez bien. Ce sont les wokistes qui vont déboulonner les statues. Nous avons des statues, par exemple, de Napoléon. Encore une fois, on ne peut pas avoir la carrière, le parcours, l'ensemble des actions faites par Napoléon pour construire la France sans avoir jamais fait d'erreur.
Mais le wokiste, lui, il va prendre une erreur, il va oublier tout ce qui a été construit de positif par Napoléon, et il va aller la nuit faire un commando pour retirer la statue et casser la statue pour que demain, l'enfant ne puisse plus demander à son père « Mais qui est ce personnage ?» Et le père aurait pu raconter « C'est Napoléon, il a fait ci, il a fait ça. » Cette façon d'effacer l'histoire commune, c'est une des parties visibles du wokisme et c'est un grand danger car vous et moi, nous avons notre culture, nos traditions et aussi notre imaginaire. Et il faut que nous puissions boire un verre si nous avons envie et peut-être rêver à voix haute et les yeux ouverts. Avec le wokisme, vous ne pouvez plus. Si vous voulez dire le monde entier, qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce que vous résumez la situation actuelle? Ce qui se passe en France, c'est que nous avons un effondrement des esprits, nous avons un effondrement de l'intelligence collective, nous avons un effondrement de l'intelligence populaire. J'en veux pour preuve que maintenant, il est de plus en plus difficile de se parler. Moi, avec le discours que je vous tiens, je suis qualifié par les wokistes et par les gauchistes d'extrême droite, de fasciste. En fait, on veut me mettre de l'autre côté pour que je ne puisse plus parler. On veut faire de moi quelqu'un d'indigne. C'est en ça que le wokisme nous montre déjà les signes avant-coureurs de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des dictateurs. Je me rends compte que c'est de plus en plus difficile d'aller au fond des sujets. On ne peut plus polémiquer, on est tout de suite catégorisé. Alors oui, je suis un peu affolé parce que je crains que le personnel politique ne soit pas à la hauteur. Je crains que l'éducation nationale ne soit pas à la hauteur. Elle est à la hauteur de ses objectifs, mais elle n'est pas à la hauteur des objectifs de l'État, à la hauteur des objectifs de la nation. Je suis très inquiet parce que je vois comment la justice fonctionne et qu'il n'est pas bon d'être de réputation de droite et d'arriver face à la justice. Est-ce que pour vous, quand même, l'espoir est là? Parce que j'entendais aux États-Unis, la marque bière, le bière s'appelle Budweiser. Budweiser, oui. C'est ça, Budweiser. Comme il a fait la promotion de LGBT, bah, du coup maintenant c'est écoulé, c'est-à-dire les gens n'achètent plus leur bière. Tant mieux, ouf! Alors voilà, vous venez quasiment de répondre à la question que vous m'avez posée. Oui, bien sûr qu'il reste de l'optimisme. Bien évidemment que nous allons gagner cette guerre. Parce que c'est une guerre larvée intellectuelle qui ne dit pas son nom. Mais nous allons gagner parce que nous avons raison, simplement parce que nous sommes pragmatiques, simplement parce que nous racontons ce que nous voyons. Nous osons dire ce que nous voyons. Les wokistes, non. Les wokistes ne construisent rien, ils détruisent tout. Nous sommes dans un creux de vague. Nous sommes dans une situation, au niveau national, très difficile, vraiment presque angoissante. Mais non, nous n'avons pas perdu. Il y a quand même des gens qui se présentent, qui ont une compréhension claire des choses et qui sont respectueux de tout le monde et qui sauront relever le pays. Mais c'est vrai, la France est très très malade en ce moment, très malade. Alors, comment ça se passe? Quel est l'agenda du wokisme? L'agenda du wokisme, c'est de commencer à prendre en main les esprits, les cerveaux de nos enfants. Ce n'est pas un hasard, et je le répéterai, même si je choquerai, que le wokisme se substitue à ce qui fut la pensée sociale de gauche. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a plus de pensée sociale cohérente, pragmatique. Il n'y a qu'un objectif qui est celui d'obtenir le pouvoir sans projet politique. Alors, on va occuper l'esprit des enfants par des questions qui ne les regardent pas à leur âge
On va occuper l'esprit des enfants par des questions qui ne se posent pas à leur niveau de scolarité. Et l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus la place pour l'enseignement dont nous avons eu la chance de bénéficier. Nous avons pu apprendre à parler la langue du pays qui nous accueillait. Nous avons pu apprendre des chansons. Nous avons pu apprendre son histoire d'une façon relativement simple, mais c'est ça qui peut-être a donné envie à certains d'entre nous de poursuivre dans des carrières intellectuelles, culturelles. L'école doit nous ouvrir au monde et pas nous terrasser avec des questions qui nous dépassent. J'en veux beaucoup à cette gauche qui est indigne de ses pairs parce que justement, elle n'a plus de projet, elle n'a plus de vision. J'en veux beaucoup à cette gauche qui pollue les esprits pour occuper le pouvoir, mais pour en faire quoi? Après avoir occupé les esprits des enfants, après avoir intoxiqué les esprits des enfants, eh bien cette gauche, on en retrouve des acteurs dans les médias. Et c'est comme ça que vous avez probablement remarqué que la moindre citation, la moindre contestation d'un fait avéré, mais qui émane d'un wokiste, est repris par une grande majorité de médias. Pas uniquement les journaux, pas uniquement les radios, pas uniquement les télévisions, par quasiment l'ensemble des médias. Et un des problèmes auxquels nous commençons à être confrontés, c'est justement que notre voix, celle du pragmatisme, de l'histoire, de l'humain, n'est plus entendue. On entend de moins en moins la vérité pragmatique des faits qui se sont déroulés. Nous n'avons maintenant quasiment plus de journalistes. Nous avons des militants d'une cause qui nous donnent le reflet de ce qui s'est passé uniquement par le prisme de leur idéologie. Nous sommes en train, nous qui ne sommes plus des enfants, qui sommes des gens raisonnables, qui sommes engagés dans la vie professionnelle, qui sommes capables de jugement, nous sommes en train d'être vidés de nos flux d'informations, de culture qui nous racontaient et qui devraient encore nous raconter le monde pragmatique dans lequel nous sommes. Avec, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, bien sûr des problèmes. Quelle vie, quel humain, quel homme, quelle femme, quel pays, quelle nation, quelle entreprise, quel système ne rencontre jamais de problème? Certains parmi nous pratiquent un sport de temps en temps, on est moins bon, on a un problème, on a une crampe. Il est normal d'avoir des problèmes. Notre intelligence collective, issue de notre civilisation judéo-chrétienne, c'est de savoir analyser le problème, c'est de savoir poser les éléments afin d'en trouver les meilleures solutions. Aujourd'hui, le wokisme ne nous propose pas de solution. Il veut nous imposer un système de pensée unique. Il veut nous catégoriser en deux: les bons, les wokistes, ceux qui auront la tête truffée de choses qui ne sont pas vraies ou qui n'aideront pas à résoudre les problèmes réels, et puis les autres qui sont, vous l'avez remarqué, entendus dans nos pays respectifs. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec les wokistes, vous êtes d'abord d'extrême droite, ensuite vous êtes un dictateur potentiel, vous êtes un empêcheur de tourner en rond. Mais de qui se moque-t-on? Et de quoi? Qu'est-ce qu'on nous propose, si ce n'est maintenant de nous expliquer que le blanc est noir, le noir est blanc, la vérité est fausse, et ce qui était mensonge devient vérité? C'est ça qu'on est en train de nous proposer. Je crains que si nous ne laissions agir les wokistes de par le monde, ils vont réussir à donner raison à Orwell, qui nous avait expliqué que la sémantique allait glisser vers d'autres sens, et que bientôt, nous ne pourrons même plus parler à nos petits-enfants, car par leur école, par leurs études,
par ce qu'ils entendront dans les médias de leurs professeurs, sans capacité de décrypter. Nous avons eu la chance d'avoir des parents qui nous ont permis d'apprendre, de comprendre ce que nous entendions, ce que nous vivions. Et c'est ce qui fait de nous des citoyens critiques. Eh bien, le wokisme a pour objectif de saper cet esprit critique, de façon à ce que les cerveaux à venir, qui sont déjà de moins en moins remplis, regardez tristement ce qui nous arrive à nous en France en ce moment, qui sont ces gens qui, dans une banlieue défavorisée, étant défavorisés eux-mêmes, s'en prennent aux écoles, aux mairies qui abritent les services sociaux? Ces gens n'ont déjà plus de réflexion. Mais ce n'est peut-être pas de la faute des wokistes. Les wokistes n'ont rien fait pour les aider. Quand je dis les wokistes, je pense toujours à la gauche, parce que ces gens-là, que moi j'appelle racailles, ils sortent quand même de l'école nationale. Et dans mon école nationale, dans ma France chérie, même si ma France chérie a enfanté de Vichy que je n'oublie pas, je sais que l'école publique et laïque et républicaine ne devrait pas vider les esprits des jeunes à ce point. Ce que je vous dis, c'est que je suis déjà en train de pousser un cri d'alarme pour vous dire que le wokisme n'est pas encore intégralement installé, que nous avons déjà une bêtise profonde qui occupe de plus en plus d'espace dans nos pays respectifs, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France, et hélas peut-être demain, que ce soit aussi dans d'autres pays qui subissent d'autres affres tels que la dictature. Alors, le wokisme va réussir à détruire ce que nos pères ont construit de génération en génération. Et c'est pour cela que je voudrais remercier Randy, au-delà de la commémoration de cet événement historique, d'avoir accepté d'initier ce cycle de réflexion sur le wokisme. Parce qu'au-delà de la réflexion, nous devons savoir que nous aurons un combat politique, intellectuel, moral, pratique et certainement physique à mener sur le terrain. Car les wokistes veulent le pouvoir. Et ce que nous voyons du wokisme aujourd'hui n'est que l'aboutissement de nombreuses années de travail souterrain. Croyez-vous que tout ce qui touche au racialisme, à l'éducation, au traitement des données dans les médias, soit le fruit d'un claquement de doigts d'une seconde à l'autre? Bien sûr que non. Nous subissons aujourd'hui, nous commençons à subir aujourd'hui ce qui se construit en réalité depuis plusieurs années. Mais nous étions accaparés par notre vie citoyenne, par maintenir les démocraties dans lesquelles nous vivons, par maintenir aussi nos activités familiales, professionnelles. Alors, nous étions des citoyens du monde libre, heureux, confortablement installés. Et nous nous sommes offerts le luxe de ne pas comprendre tout de suite ce qui se construit depuis une bonne dizaine d'années déjà. Je vais faire un petit focus, si vous permettez, sur ce qui s'est passé en France et à partir de quel moment j'ai considéré que le wokisme devenait un acteur indispensable à la gauche. En 1981, le premier président socialiste qui est élu, il s'appelle François Mitterrand. Je ne vais pas revenir sur son parcours politique qui commence à l'extrême droite et contre la France. Mais il arrive président, élu par des gens de bonne volonté, et entre autres par un monde ouvrier qui avait peut-être certainement besoin d'une représentation toute légitime que je ne saurais critiquer. Mais en 1983, le pragmatisme rattrape la gauche. Il y a toujours un problème entre la gauche et le pragmatisme, de toute façon.
Un peu comme il peut y avoir un problème entre la poésie et un esprit cartésien. Ça ne peut pas fonctionner ensemble. Alors la gauche est rattrapée par des réalités économiques qui vont avoir un impact sur le social en 1983. Il faut dévaluer. Alors quand on dévalue, globalement on a un pouvoir d'achat qui se réduit. Et les ouvriers n'aiment pas ça. Et ils ont raison. À côté de ça, il y a un autre phénomène qui commence à partir de 1981. Et je voudrais insister auprès de vous pour bien vous faire comprendre et vous dire les yeux dans les yeux que je ne suis pas quelqu'un de raciste, mais une immigration incontrôlée visant à faire venir dans votre pays plus de gens que de raisons et qui aurait une culture qui ne serait pas la vôtre, ça ne peut pas fonctionner longtemps. Un homme politique de gauche s'en est très rapidement rendu compte. Il s'appelait Georges Marchais. Il a dit qu'il était contre l'immigration massive parce qu'elle allait porter préjudice aux ouvriers français. Mais il a été immédiatement poussé vers la porte et on n'a plus entendu parler de lui. Si vous avez une maison, vous allez très vite comprendre ma métaphore, et que vous êtes généreux, par votre culture, par votre religion, simplement par qui vous êtes, vous allez accueillir une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et puis un jour, ces 3 personnes vont venir vous voir en même temps pour vous demander d'en accueillir 2 autres. Vous allez peut-être faire un effort supplémentaire, mais vous commencez à ne plus être chez vous. Et puis un beau jour, ces 5 ou 6 personnes en font venir d'autres, et puis les enfants sont pas très propres, ils commencent à salir votre tapis. Ils commencent à ne plus respecter votre silence, votre matériel, vos bibelots, vos tableaux. Eh bien, vous ne serez plus d'accord pour accueillir ces gens. Vous ne serez plus d'accord pour les garder chez vous. Eh bien, c'est ce qui se passe dans certains de nos pays. Nous avons été accueillants plus que de raison. Nous, en France, vous n'avez même pas besoin d'avoir cotisé pour pouvoir envoyer vos enfants à l'école gratuitement, être soignés gratuitement, pouvoir vous déplacer gratuitement, même si vous n'avez jamais payé 1 euro d'impôt. Est-ce que ça existe ailleurs dans le monde, ça? Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que nous sommes pragmatiques et que nous voyons le résultat. Le résultat, c'est que quand vous êtes trop gentil avec des gens qui ne vous respectent pas, ça ne peut pas fonctionner. Vous croyez que je m'éloigne du wokisme, mais pas du tout. Parce que le wokisme, c'est l'irrespect de ce que je suis, c'est l'irrespect de ce que nous sommes, et c'est l'irrespect de nos histoires, avec les bons et les mauvais épisodes, qui sont quand même constitutifs de notre façon d'aborder les sujets aujourd'hui. Je voudrais, mesdames, messieurs, que vous restiez très très attentifs à ce qui nous attend, car, je vais oser le mot, je crois que nous sommes confrontés à une guerre qui ne dit pas son nom, et qui ne dira jamais son nom. Il nous faut très vite comprendre, rattraper notre retard, et nous mettre en avant, et ne plus être tolérants, et savoir réagir quand nous entendons des contre-vérités, quand nous avons parmi nos relations, parmi nos enfants, des gens qui manquent de pragmatisme, qui ne sont plus capables de dire ce qui est. Il est maintenant de notre devoir impérieux de réagir. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que nous nous retrouverons au cours de ce cours. La jeunesse chinoise est confrontée à une crise sans précédent. Le phénomène atteint désormais des niveaux plus élevés au sein du Parti communiste. Le découplage avec la Chine est-il insensé? Le directeur de la CIA s'est engagé à réduire les risques liés aux relations entre les États-Unis et la Chine. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait.
Bienvenue dans Regard sur la Chine. Un haut responsable du renseignement américain établit un parallèle entre la mutinerie survenue le mois dernier en Russie et l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Selon lui, l'incident montre que la guerre est un échec stratégique. Il a non seulement porté préjudice à l'économie russe, mais a également modifié les relations du pays avec la Chine. Le responsable a également évoqué les relations économiques entre les États-Unis et la Chine. Voyons cela de plus près. Lors d'une conférence de presse tenue samedi au Royaume-Uni, le directeur de la CIA, William Burns, a déclaré que la Russie avait révélé sa faiblesse militaire, ce qui, selon lui, nuira à l'économie russe dans les années à venir. Il a également noté que les erreurs de Poutine ont conduit la Russie à devenir un partenaire junior et une colonie économique de la Chine. L'agression de la Russie constitue un test redoutable. Mais la Chine est le seul pays qui a à la fois l'intention de remodeler l'ordre international et, de plus en plus, la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique pour le faire. Burns a qualifié la Chine de cartel unique pour les minerais et les technologies cruciales, ajoutant que la Chine avait démontré sa volonté et sa capacité à militariser la dépendance des autres pays. Quant à la manière de gérer cette situation, voici sa réponse. La réponse à cette question n'est pas de se dissocier d'une économie comme celle de la Chine, ce qui serait insensé, mais de réduire les risques et de se diversifier en garantissant des chaînes d'approvisionnement résistantes, en protégeant notre avance technologique et en investissant dans notre capacité industrielle. Burns s'est rendu à Pékin en mai pour rencontrer ses homologues chinois. Ce voyage a été tenu secret jusqu'à ce que les médias en fassent état en juin. Un exercice de tir réel a eu lieu dans le sud de Taïwan. Des soldats s'entraînaient à tirer des missiles Stinger et à utiliser le système de missiles de défense aérienne Avenger. Des responsables de l'artillerie ont été vus en train d'abattre des cibles aériennes pendant l'exercice. L'exercice s'est déroulé à un endroit stratégique pour la surveillance de l'activité militaire chinoise. Il s'agit également d'un site d'atterrissage potentiel en cas d'invasion. Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré que 8 avions chinois avaient franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan la semaine dernière. La ligne médiane est connue comme une barrière officieuse entre les deux parties. Pékin revendique depuis longtemps Taïwan comme son propre territoire, bien qu'il n'ait jamais gouverné l'île. La Chine envoie régulièrement des avions de son armée à proximité de Taïwan. Une concurrence féroce et de rares réussites. Les jeunes Chinois ont du mal à suivre. Cette tendance porte un nouveau nom, l'involution. Selon des analystes, le phénomène est en train de devenir systémique, piégeant non seulement le citoyen moyen, mais aussi des personnes plus haut placées dans le système du Parti communiste. Parmi les jeunes Chinois de la génération des millénials, la course à l'emploi a atteint un niveau sans précédent. Un nombre record de 10 millions de diplômés inonde le marché du travail et le nombre de jeunes sans emploi vient d'atteindre un niveau record. Certaines jeunes demandeuses d'emploi se déclarent au bord de l'effondrement. J'ai passé près de 50 entretiens après avoir obtenu mon diplôme. Certains n'étaient que des stages. Les employeurs ne voulaient rien payer. J'ai obtenu mon diplôme en juin 2022. De juin dernier à ce mois d'avril, je n'ai pas reçu une seule offre d'emploi. Une expression comme involution est devenue un raccourci pour désigner un sentiment d'épuisement et de désespoir. Les critiques accusent la politique d'admission à l'université de Pékin. Après 3 années de lutte contre la pandémie et de relations tendues avec l'Occident, la Chine voit son secteur manufacturier s'affaiblir et ses commandes commerciales diminuer. Les ressources limitées ont poussé les gens à travailler de longues heures dans des emplois mal rémunérés. Une personne de cette génération déclare que l'épuisement physique empêche les gens de réfléchir ou de se défendre. En conséquence, ils acceptent les difficultés comme faisant partie de leur destin, un signe d'impuissance acceptée. Un ancien professeur d'université affirme que la situation a même poussé les universités à falsifier leurs données relatives au placement des étudiants en raison de la chute du taux d'embauche. D'autres affirment que le problème de l'involution est encore plus grave parmi les travailleurs de l'État. Par exemple, le régime oblige certains agents de police à prendre une retraite anticipée. Dans certains endroits, le personnel du réseau électrique de l'État est licencié. Un haut responsable militaire de Washington parle de dissuasion. Il a déclaré que le dirigeant chinois Xi Jinping n'a pas encore décidé quand envahir Taïwan. Il a déclaré publiquement qu'il avait mis l'armée populaire de libération au défi de développer la capacité militaire nécessaire pour unifier Taïwan avec la Chine d'ici à 2027. Il n'a pas dit « j'ai décidé d'attaquer et d'envahir ». Soulignant ce qu'il a lui-même appelé cette subtile distinction, Milley a déclaré que c'est là que la dissuasion entre en jeu. Nous voulons nous assurer que chaque jour,
Le président Xi se réveille et dit qu'aujourd'hui n'est pas le bon jour et que cette décision ne vienne jamais. Et voici sa proposition pour maintenir la situation dont il parle. Plus vite nous maintiendrons notre supériorité militaire, plus nous aurons de chances de dissuader la guerre. Et si la guerre se produit, nous l'emporterons sur n'importe quel adversaire. Le Parti communiste chinois revendique Taïwan comme son propre territoire, bien qu'il n'ait jamais gouverné l'île. Taïwan rejette fermement cette revendication, invoquant ses dirigeants démocratiquement élus et sa constitution. Elle s'engage à défendre sa liberté et sa démocratie. Pour affirmer sa position, Pékin a envoyé des avions militaires chinois patrouiller près de l'île quasiment quotidiennement ces dernières années. Le département d'État américain a approuvé jeudi de nouveaux contrats de fourniture d'armes à Taïwan pour un montant total de 440 millions de dollars. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'intensifie. Pékin restreint les exportations de deux métaux utilisés dans les semi-conducteurs. Cette mesure est largement considérée comme des représailles aux restrictions américaines sur les ventes de semi-conducteurs à la Chine. Le ministère chinois du Commerce a déclaré lundi qu'il contrôlerait les exportations de gallium et de germanium afin de protéger sa sécurité nationale et ses intérêts. Il précise que les exportateurs doivent demander des licences et communiquer les coordonnées des acheteurs étrangers pour poursuivre leurs activités. Ces métaux sont utilisés dans les semi-conducteurs, les panneaux solaires, les véhicules électriques et le secteur de la 5G. Cette mesure risque de perturber davantage les chaînes d'approvisionnement mondiales. La règle devrait entrer en vigueur le 1er août. Les entreprises se sont empressées de réagir. Le fabricant américain AXT, lié aux semi-conducteurs, a récemment déclaré qu'il demanderait immédiatement des licences d'exportation par l'intermédiaire de sa filiale chinoise. D'autres entreprises cherchent à stocker des produits avant que les contrôles à l'exportation n'entrent en vigueur. De nombreux acheteurs prévoient que l'obtention d'une licence d'exportation pourrait prendre jusqu'à 2 mois. Les États-Unis s'inquiètent de l'utilisation par la Chine de technologies d'intelligence artificielle dans des applications militaires. Ils prennent des mesures pour limiter les exportations de puces liées à l'IA vers la Chine. Les États-Unis chercheraient également à restreindre l'accès des entreprises chinoises aux services de cloud computing américains et à mettre un terme aux activités américaines des fournisseurs chinois de services cloud tels qu'Alibaba et Tencent. Les entreprises chinoises du domaine de l'IA peuvent utiliser des services de cloud computing et des tiers pour contourner les règles de contrôle des exportations. Ces restrictions visent à combler cette lacune. Passons maintenant aux relations entre la Chine et le Japon. Malgré les différences sur les semi-conducteurs, Pékin cherche à améliorer ses relations avec le Japon en visant une plus grande coopération commerciale entre les deux pays. La semaine dernière, une délégation d'entreprises japonaises s'est rendue à Pékin pour rencontrer de hauts responsables chinois. Cette visite fait suite à l'affaiblissement des exportations japonaises vers la Chine. La Chine est le premier partenaire commercial du Japon, mais ces chiffres sont en baisse depuis 5 mois consécutifs. Pour remédier à cette situation, le Premier ministre chinois Li Qiang a salué les efforts déployés par la délégation pour promouvoir le commerce transfrontalier. Selon une agence de presse japonaise, le Premier ministre a offert son soutien à l'expansion des investissements japonais en Chine. Dans le même temps, le chef de la délégation a fait part de ses inquiétudes, notamment sur le fait que la loi anti-espionnage révisée de la Chine pourrait freiner le développement des affaires. Plusieurs employés japonais ont déjà été détenus en Chine en application de cette loi, prétendument pour s'être livrés à des activités d'espionnage. Malgré cela, le Premier ministre a répondu sur un ton optimiste, encourageant à nouveau le pays à développer ses activités en Chine. La réunion a eu lieu peu après l'adoption par Tokyo de la dernière réglementation en date qui limite les exportations vers la Chine de 23 machines de pointe destinées à la fabrication de semi-conducteurs. Ces nouvelles restrictions entreront en vigueur fin juillet, malgré l'opposition de Pékin. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt. Qu'est-il arrivé à ce monde dans lequel nous vivons? Pourquoi? Au cours des 4 années qu'il a passées sur cette terre, il n'a connu que la guerre. Où que j'aille, les choses que je vois, je veux juste m'en détourner.
Les rêves que j'ai, les histoires que je pourrais raconter, seront-ils encore possibles? Cette année, plus que jamais, j'ai besoin d'un monde tout neuf, un monde propre. Où je pourrais m'améliorer et être inspiré. Ma scène peut être partout et n'importe où. Mais elle commence ici. Changing World, un monde plus lumineux.